Dans tous ses états, les perles du jour. 6 agriculteurs sont jugés aujourd'hui, non pas dans le cadre de la mobilisation paysanne contre le Mercosur, mais pour trafic, Perico. Oui, 6 agriculteurs, arboriculteurs, pépiniéristes des Bouches-du-Rhône, et ils passent en jugement pour avoir utilisé des pesticides qui sont interdits en France. Alors, on se dit effectivement, voilà le Mercosur qui est là, on va pouvoir importer de façon légale des produits dont l'élaboration ou la production est interdite en Europe et en France. Eh ben, ces gens-là se sont dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas nous-mêmes, puisqu'on a le droit d'importer des produits interdits, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas nous-mêmes des pesticides? C'est pas exactement ça qui s'est dit, mais on se doute qu'un jour c'est un argument qui viendra au devant de la scène. Ces 6 agriculteurs ont utilisé des produits interdits importés d'Espagne, comme quoi un pays de l'Union européenne peut quand même lui aussi, alors à savoir comment c'est arrivé en Espagne, est-ce que c'est produit en Espagne, est-ce que c'est l'Espagne qui importe de façon un petit peu désinvolte des produits qui sont interdits en Europe? Toujours est-il qu'entre les Bouches-du-Rhône et l'Espagne, eh ben, il y a un trafic, et on suppose que si le narcotrafic va bien, on suppose que le pesticotrafic se porte encore mieux, en toute facilité. Des produits toxiques interdits qui ont été dénoncés par des associations protectrices de l'environnement, et ces agriculteurs évidemment sont passibles de poursuites et de sanctions gravissimes. Le principe est posé. Est-ce que si l'on autorise des produits importés de l'étranger contenant des toxines, comme s'évertue à le dit Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, mais on n'a pas le droit, nous ferons en sorte de ne pas importer des produits interdits en France, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser directement ces produits sur le territoire français? C'est ce qui s'est passé, on verra bien comment la justice tranche, et est-ce que surtout les pouvoirs publics prennent des vraies mesures pour empêcher l'importation et l'usage de pesticides toxiques mortels dont on connaît aujourd'hui le taux de mortalité que ça a engendré chez les paysans et chez les paysannes. C'est de la merde, c'est tout. Bon, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Et alors que le traité de libre-échange avec le Mercosur doit être signé aujourd'hui, plusieurs grandes enseignes, vous le disiez tout à l'heure, Perico, s'engagent pour l'intérêt national. Mais oui, mot de panique dans la grande distribution. Les grandes enseignes, Intermarché, Super U, M. Dominique Schœlcher, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc ont pris position. Alors certains disent, mais nous étions extrêmement vigilants, nous ne vendons que de la vente, nous commercialisons que de la vente française. Et puis d'autres vous disent, mais moi je serai très vigilant. Hors de question que sur les étals de mon enseigne, de mes grandes surfaces, on vende des produits issus du Mercosur. Alors, écoutez, on leur donne acte de leur résolution. On se demande seulement comment ils vont pouvoir l'appliquer. On sait déjà certaines enseignes qui disent ne pas importer de produits illicites en importent quand même. Et surtout, il y a une disposition européenne qui prévoit que lorsqu'un produit importé de l'étranger, des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui subissent une simple transformation sur le territoire européen, que ce soit une cuisson, un emballage, une salaison, et c'est ce qui s'était passé avec le cheval roumain devenu du bœuf dans les lasagnes Findus, la traçabilité est invérifiable. L'Union européenne ne veut pas qu'on établisse de traçabilité des viandes ou des produits laitiers dans les aliments transformés. Donc ces grandes enseignes de distribution peuvent dire ce qu'elles veulent. Si elles importent de Pologne, des Pays-Bas ou de Tchécoslovaquie, de Slovaquie ou de Tchéquie, des produits qui arrivent d'Argentine ou du Brésil et qui ont été retransformés sur place, ils ne sauront pas que ces produits viennent de l'accord du Mercosur. Donc ils n'auront aucun moyen de contrôler et ils ne pourront pas empêcher, et ils se feront refiler de la daube, de la malbouffe à bas prix venue du Mercosur à leur insu. Donc pas la peine de faire des déclarations, des professions de foi et des déclarations solennelles quand on n'a pas les moyens de les appliquer. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi, je dis seulement que ça coûte rien de faire ce genre de promesses puisqu'il est si facile de ne pas les tenir. Alors, c'est combien? Non, je ne vais pas crier. Combien? Alors un couple ayant oublié de déclarer le vol de leur scooter a reçu une amende hallucinante. Combien? Je vais vous le dire, c'est une collectionneuse d'amendes qui vous le dit. Après avoir entendu ça, vous ne vous plaindrez plus des amendes de 25 € que vous recevez chaque semaine, après avoir pourtant précautionneusement pris soin de tourner la plaque de votre deux roues vers le trottoir ou coller à une voiture pour ne pas être chopé. La feuille morte, ça marche aussi. Là, c'est un couple qui, comme vous l'avez dit, n'a pas déclaré le vol de leur scooter. Il faut savoir que 133 800 véhicules sont volés en France chaque année. Et vous voyez le truc venir, la mairie de Paris réclame aujourd'hui à ce couple 18 000 € d'amende de stationnement. Ça représente pas moins de 272 forfaits post-stationnement reçus en 3 ans.
Pourquoi n'ont-ils pas déclaré ce vol ou l'ont-ils mal déclaré? Eh bien, en fait, si le couple n'a pas déclaré le vol du scooter, c'est par réflexe malheureux de se dire de toute façon on ne le retrouvera pas. Grosse erreur. De plus, le couple avait déménagé et omis de modifier l'adresse sur la carte grise. La sentence est donc terriblement douloureuse. Et vous voulez savoir la meilleure, Péricot? Ah oui, je veux la savoir. Le couple a retrouvé l'épave de son scooter dans le 19e arrondissement, visiblement dans cet état depuis belle lurette. Mais comme la plaque était toujours dessus et que les véhicules équipés du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation scannent tout ce qu'ils peuvent, eh bien les machines ne faisaient aucune différence. C'est ce qui explique le nombre considérable d'amendes. Naturellement, les propriétaires du scooter vont contester ces amendes. Bon courage à eux. Ouais, mais ils sont dans une situation difficile dans la mesure où la procédure n'a pas été réglementée. Le véhicule était encore leur propriété. Et là, ça Alors après, ça se discute auprès des instances. Mais oui, ça finira au tribunal. Ça se finira au tribunal. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Une amende? La belle affaire. Et on ne change pas de sujet. Pendant ce temps, un trafic permet à des centaines de milliers d'automobilistes d'échapper justement aux amendes, Péricot. Alors, il y a ceux qui payent les PV des infractions qu'ils n'ont pas commises, et il y a ceux qui ne payent pas les PV des infractions commises parce que tout simplement, il y a des cartes grises qui ne correspondent pas à la bonne adresse. On se souvient, en 2014, il y a eu un trafic de cartes grises avec implication de hauts fonctionnaires de certaines préfectures où on faisait des cartes grises bidons. Ensuite, il y a une façon de prendre des voitures de location, de truquer la carte grise et de garder le numéro d'immatriculation pour un autre véhicule. Et là, ce sont tout simplement des adresses bidons. Ce sont des garages qui vendent des voitures. Donc l'adresse est à l'adresse du garage. Et puis quand on va porter le PV, ben, c'est juste une boîte aux lettres ou rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a chaque année des centaines de milliers de PV qui vont à des destinataires qui n'existent pas ou qui n'ont pas de domicile, donc ce n'est pas payé et donc l'État est en manque. Vous voyez, par rapport aux gens dont nous sommes qui payons rigoureusement leur PV quand on commet une infraction, voilà, ça peut arriver, eh ben sachez que grâce à nous, l'État récupère l'argent qu'il récupère pas ailleurs. On aimerait bien quand même que les pouvoirs publics, que la réglementation soit un petit peu plus... Je vais quand même le renseigner, moi, sur ces garages. Oui, non mais c'est uniquement... l'attestation de domicile, souvent c'est quoi? C'est une facture d'électricité ou de gaz. Bon, est-ce qu'on ne devrait pas demander 3 ou 4, d'abord une déclaration fiscale, j'allais dire, s'assurer que le domicile est bien celui du déclarant de la carte grise, ça éviterait beaucoup de fraude. Je savais pas que vous pêchiez. Ah non, non, je pêche pas. Il y a un caillou au bout du fil pour tendre le fil. Vous prenez pour un con, non? Pas du tout. Les poissons, eux, en revanche, vous prennent certainement pour un con. Enfin, les poissons sont assez cons eux-mêmes, donc... Vous pensiez pouvoir aller pêcher tranquille le week-end prochain? Eh bien non, les normes vous suivent de près. Alors Maud, vous savez que les chasseurs, ils ont des bagues. Quand vous allez tuer un chevreuil ou un sanglier ou un lièvre, il y a tant de bagues qui sont, j'allais dire, accordées par département, par fédération de chasse, de façon à que la prise soit limitée, de façon à s'assurer qu'il n'y aura pas, voilà, une débauche de gibier tué, et donc on a un quota, tout simplement. Eh bien, ce quota va être appliqué aujourd'hui, on en discute depuis quelques mois, mais là, ça y est, ça passe en application. Donc, quand vous pêchez un poisson, je ne sais pas si ça sera une forme de bague, en tout cas, faudra le déclarer sur un formulaire. C'est hallucinant, sur Internet, en ligne. Alors, si on pêche, je comprends que si on pêche un gros poisson rare, un énorme thon ou un requin, on le signale. Mais si on est dans sa rivière, qu'on pêche un gardon, une ablette ou un goujon, qu'il faille le déclarer, ça va rendre l'activité halieutique, hein, c'est le nom de la pêche, c'est l'activité halieutique, un petit peu fastidieuse. Alors il y a une solution pour éviter ça. Autant le gibier, quand vous l'avez tué, bon ben vous pouvez pas le rendre puisqu'il est mort. Ben le poisson, vous faites ce que beaucoup de pêcheurs font, puisque le bonheur dans la pêche, c'est pas seulement d'avoir le poisson, c'est surtout de le pêcher. Eh bien, on remet le poisson à l'eau. Donc, si on remet le poisson à l'eau, eh bien, on n'a pas à faire de déclaration. Mais, Maud, je n'écarte pas qu'un fonctionnaire européen nous dise un jour, ah non, même si vous remettez votre poisson à l'eau, hein, vous êtes obligé de déclarer le fait que, voilà, il faut quand même déclarer que vous l'avez pris, et puis on donne un prénom au poisson, hein, Josiane. Bon, on n'est pas une incohérence près. Hein. Comme ça, on sort une. Voilà les joyeusetés de notre vie administrative, ma chère Maud. Ah, si vous nous écoutez depuis une station de ski et si vous comptez vous y rendre, eh bien, gare à votre matériel. Les vols explosent en ce moment. Alors, les vols explosent partout. Vous avez vu le nombre de scooters. Tout est volable, ne laissez rien traîner. Mais quand même, les skis qui sont alignés en bas de la piste devant tout le monde. On est avec son bonnet, hein, comment s'appelle leur vêtement qu'on se met autour du ski? Une doudoune, c'est oui, une combinaison. Une combinaison de ski, voilà, avec c'est le tire-fesse ou le remonte-pente. Oui. Vous savez, quand Michel Blanc chante Étoile des neiges, parce qu'il a été
été oublié dans la nuit. Surtout quand te reverrai-je. Et ben quand vous, oui, quand te reverrai-je. Et ben quand te reverrai-je, quand vous êtes à votre paire de ski, et ben il y a qu'à se servir. Hein. Elles sont toutes alignées. On vient, on part. Qu'est-ce qui ressemble plus à une paire de ski qu'une autre paire de ski, Maud? Ben une paire de ski. Voilà. Et ben faites votre marché tranquillement. Et puis avant que la procédure, vous voyez, à la gendarmerie. Alors vous arrivez, j'ai dit, j'ai pêché une ablette, une truite, et puis j'ai perdu mes skis. Oui, ben et j'ai perdu mon scooter. Voilà. Mais par contre, j'ai pas de garage pour le domicilier. Encore une des joyeusetés. Merci. Alors. Ça rend grand service certainement aux marchands de ski. C'est toujours Rossignol ou non? Ça existe toujours? Ah oui, ça existe toujours, oui. Voilà. Et ben Rossignol de mes amours. Voilà. Et on pourra vendre autant de skis qu'on veut puisqu'on peut les voler en toute impunité. Quoi? L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ah ouais. Ça devrait s'appeler l'alcool. Le dry January qui consiste à ne pas boire d'alcool au mois de janvier. Mais ils n'ont jamais dit quelle année. C'est 2026 ou 2025? C'est n'importe quel... Moi, je pensais que c'était 2022. De toute façon, on s'en fout, Perico. C'est pas pour nous. C'est vivement recommandé par les médecins, le dry January. C'est pas pour nous, mais on en parle quand même. Une étude menée en 2024 sur plus de 2100 personnes a démontré les effets positifs rapides sur la santé des participants au défi du dry January, à condition de tenir jusqu'à la fin du mois de janvier. Perso, je ne connais aucun survivant. Cette étude, co-dirigée par le service universitaire d'addictologie de Lyon, révèle que ce défi améliore nettement le sommeil et le bien-être mental. En quelques semaines seulement, avec une amélioration de la confiance en soi qui se manifeste notamment par la capacité de refuser l'alcool en toute situation, et on sait à quel point ce peut être compliqué. Mais l'étude explique aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'arrêter totalement l'alcool. Diminuer sa consommation aura les mêmes effets positifs, et c'est d'ailleurs l'alternative que propose le lobby du vin en lançant le French January. Avec le French January, on ne renonce à rien et surtout pas au bien vivre ensemble, un juste milieu entre le trop et le zéro. C'est ce que promeut l'association Vin et Société, une réponse aux tendances anglo-saxonnes et un soutien aux viticulteurs en ces temps compliqués. Maud, vous me jurez que vous n'avez pas touché un pot d'eau? C'est-à-dire que des sociétés d'eau minérale vous ont envoyé, je sais pas, il y avait des cartons d'Evian et de Vittel là, dans c'est pas pour moi. Non, j'aurais ça tout de suite. Donc vous êtes sincère dans votre déclaration. Toujours. Voilà. Donc voilà, en janvier, faites attention à ne pas forcer sur les bonnes choses. Mais en plus on sort des fêtes de fin d'année. Donc on fait une petite pause, c'est ce qu'ils veulent dire. Hein. Oui. Mais cela dit, boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup, c'est... Je suis pas sûr que le dry January soit respecté à Sud Radio. Enfin, on mènera un sondage, mais à mon avis, on est sur du 0% là. On se retrouve dans